Bonjour, je suis content de m'adresser à vous dans cette nouvelle vidéo. Ce cours de SVT est adressé aux élèves de la deuxième année du bac, sciences expérimentales, les deux filières, filière sciences physiques et sciences de la vie et de la terre. Dans une vidéo précédente, j'ai présenté une introduction de la première unité, c'est-à-dire consommation de la matière et consommation de la matière organique et libération de l'énergie au niveau cellulaire. Eh bien, cette vidéo, elle est consacrée à la première séquence du chapitre 1, le chapitre 1 de cette première unité qui s'intitule Libération de l'énergie emmagasinée dans les substances organiques au niveau cellulaire. Eh bien, dans un premier temps, je vais vous présenter la situation problème en rapport avec ce chapitre. Eh bien, on va dire les cellules vivantes, animales et végétales, ont besoin d'énergie pour accomplir toutes les activités et les fonctions biologiques. Travail mécanique, toutes sortes de mouvements, transport actif et synthèse cellulaire, c'est-à-dire la synthèse des différentes molécules qui constituent la cellule. L'énergie est libérée à travers la dégradation par oxydation des nutriments organiques, notamment les glucides et les lipides. Comment la dégradation des substances organiques permet-elle de convertir l'énergie chimique potentielle en énergie, en une forme d'énergie utilisable? Eh bien, ici, dans cette introduction, je vais tout simplement insister sur la notion de nutriments. Eh bien, la cellule vivante, bien sûr, elle a besoin de consommer les nutriments, c'est-à-dire consommer les molécules qui vont avoir en principe, en général, donc deux fonctions principales, soit que ce sont des molécules organiques qui seront dégradées pour produire de l'énergie, soit que ces molécules, ces nutriments, vont participer à la synthèse des différentes molécules qui sont synthétisées par la cellule, parce que la cellule donc a besoin d'un certain nombre de molécules pour accomplir ses fonctions biologiques. Donc nous avons deux voies, si vous voulez, donc deux voies métaboliques dans la cellule. La voie de la dégradation en vue de produire de l'énergie et la voie de la synthèse qui a donc comme fonction de synthétiser les différentes molécules dont la cellule a besoin dans son fonctionnement. Eh bien, quelle est donc la question centrale de ce chapitre, si vous voulez? Comment la dégradation, donc on va nous focaliser sur la dégradation, on ne va pas s'intéresser à l'autre volet du métabolisme, c'est-à-dire la synthèse des molécules, mais nous allons nous focaliser sur la dégradation des substances organiques, des nutriments organiques, en vue de produire de l'énergie nécessaire pour la cellule. Donc, comment la dégradation des substances organiques permet-elle de convertir l'énergie chimique potentielle en énergie utilisable par la cellule? Eh bien ici, nous avons un certain nombre de mots-clés. Nous avons respiration cellulaire et fermentation, c'est-à-dire ce sont les deux processus qui vont permettre de dégrader la matière organique, de dégrader les nutriments organiques, soit une dégradation totale, soit une dégradation partielle. On parle d'une dégradation totale si les éléments, les molécules produites sont des substances minérales, et on peut parler de dégradation partielle lorsque les résidus produits sont encore des substances organiques relativement riches en énergie. Donc, respiration cellulaire, ça correspond à la dégradation totale de la matière organique, des nutriments organiques. La fermentation, ça correspond à une dégradation partielle de la matière organique, des nutriments organiques. Donc, mais quel est le point commun entre les deux processus? Eh bien, c'est tout simplement produire de l'énergie, convertir l'énergie chimique potentielle des nutriments organiques en une énergie utilisable par la cellule. Eh bien, quelle est la forme d'énergie utilisable par la cellule? Eh bien, c'est tout simplement la molécule d'ATP. Donc, on produit de l'ATP par deux processus différents, à savoir la respiration cellulaire d'une part et la fermentation d'autre part. Donc, il y a
conversion d'énergie, les deux autres mots-clés, c'est la conversion de l'énergie et le flux d'énergie. Alors, pourquoi on parle de conversion de l'énergie? Parce que l'énergie prend plusieurs formes. Au départ, vous avez de l'énergie qui est sous forme d'énergie chimique potentielle au sein de la cellule, pardon, au sein de la matière organique, des nutriments organiques. Notamment, on va prendre comme exemple type le glucose. Eh bien, comme point d'arrivée, on aura une autre forme d'énergie, c'est l'énergie chimique potentielle emmagasinée par la molécule d'ATP. Donc, lorsque l'énergie se transforme d'une forme vers une autre forme, eh bien, on parle de conversion d'énergie. Et ce processus de transformation et de conversion de l'énergie n'est pas un processus simple, c'est-à-dire que la cellule prend plusieurs formes successives, que ce soit dans les processus qui produisent l'ATP ou bien les mécanismes qui consomment de l'ATP. Donc, l'énergie prend plusieurs formes successives, c'est pour cela qu'on parle de flux d'énergie au sein de la cellule. Donc, on va bien sûr revenir à ces mots-clés, c'est-à-dire respiration cellulaire, fermentation, conversion d'énergie, flux d'énergie, et bien sûr, le rôle central de la molécule d'ATP. Ce schéma-là, c'est un schéma qui constitue donc un rappel un petit peu de ce que vous avez vu en troisième année du collège. Eh bien, vous avez ici donc le schéma d'une cellule. Une cellule qui consomme le glucose, et pourquoi plus précisément le glucose? Parce qu'on le prend comme exemple type, bien que au niveau physiologique proprement dit, nous avons deux principales sources d'énergie, à savoir les glucides, dont le glucose donc, est le représentant principal, et nous avons aussi une autre source précieuse d'énergie pour les cellules, à savoir les lipides. Mais dans cette étude, dans ce chapitre, nous, on va se limiter à un exemple type. Vous savez très bien que lorsque on fait l'étude d'un certain nombre de phénomènes biologiques, eh bien, généralement, on prend un exemple type. Eh bien, pour nous, on ne va pas parler, par exemple, des lipides comme source d'énergie, notamment les acides gras, mais nous allons nous focaliser sur un exemple type qui est la consommation du glucose, qui fait partie, bien sûr, des lipides. Eh bien, vous avez vu en troisième année du collège, notamment en ce qui concerne la contraction musculaire, la source d'énergie pour la fibre musculaire au moment de la contraction, eh bien, nous avons donc le glucose, il est consommé avec de l'oxygène, eh bien, ceci va produire l'énergie dans le cadre de la respiration cellulaire. Les produits de cette respiration cellulaire, c'est la production du dioxyde de carbone et la production de l'eau. Donc, on a donc le glucose et le dioxygène, elles vont réagir à l'intérieur de la cellule. Et ceci va nous produire donc d'autres espèces chimiques, à savoir le dioxyde de carbone et l'eau. Mais c'est un ensemble de transformations chimiques, c'est un ensemble de réactions d'oxydation qui produisent de l'énergie qui est nécessaire à toutes les activités cellulaires. Donc, dès maintenant, je dois donc signaler une remarque très importante, c'est que il ne faut pas croire que l'énergie, ça sert uniquement à la contraction musculaire. La contraction musculaire, on la verra dans le deuxième chapitre, elle est aussi utilisée comme exemple type d'une activité cellulaire qui consomme de l'énergie. Donc, ce n'est pas l'énergie mécanique, de façon générale, n'est pas la seule forme d'énergie produite par les cellules, mais les cellules, elles ont besoin de l'énergie pour toutes leurs activités qui constituent tout simplement la vie de la cellule. Et on a résumé ces activités en trois catégories. C'est d'une part le mouvement, la production d'énergie mécanique, donc toutes sortes de mouvements, mais aussi on a le transport actif. Hein, vous avez entendu parler du transport actif, je pense, l'an dernier, en première année du bac. C'est-à-dire lorsque la cellule déplace des molécules ou bien des ions d'un compartiment vers un autre, soit qu'il s'agisse des échanges entre le milieu intracellulaire
et le milieu extracellulaire, ou bien des échanges qui s'effectuent entre les organites de la cellule. Donc, lorsqu'on déplace les molécules et les ions d'un compartiment vers un autre compartiment, c'est une activité généralement qui nécessite de l'énergie. Donc, mouvement, énergie mécanique, transport actif, et la troisième voie d'utilisation de l'énergie par la cellule, c'est tout ce qui est synthèse. Tout ce qui est synthèse cellulaire. Et je vais insister sur deux exemples qui nous intéressent et dont on parlera donc par la suite. En ce qui concerne les synthèses, par exemple, la synthèse du glycogène à partir du glucose. Donc c'est une polymérisation, si vous avez entendu du terme polymérisation en chimie. Donc la polymérisation des molécules de glucose, ça donne le glycogène. Donc c'est une activité de synthèse, c'est une synthèse cellulaire qui consomme de l'énergie. On va aussi nous intéresser par la suite à un autre exemple qui est fort intéressant, à savoir la synthèse des protéines, oui, la synthèse des protéines à partir des acides aminés. C'est aussi une activité qui nécessite de l'énergie. Donc, toutes sortes de synthèse de nouvelles molécules par la cellule, ça nécessite de l'énergie. Donc, histoire de ne pas se focaliser uniquement sur la contraction musculaire comme seule activité cellulaire qui consomme de l'énergie, mais c'est tout simplement un exemple qu'on va prendre parmi donc plusieurs phénomènes qui consomment de l'énergie. Donc vous avez ici un schéma. Donc vous avez consommation du glucose, consommation du dioxygène, production du dioxyde de carbone et de l'eau. Et puisqu'on a ici donc la consommation d'oxygène, et bien tout simplement, je vais vous dire que c'est une série de réactions biochimiques d'oxydoréduction. Donc la majorité des réactions par laquelle la matière organique est dégradée pour produire de l'énergie, ce sont des réactions d'oxydoréduction. Eh bien, je pense aussi que vous savez quelque chose à propos des réactions d'oxydoréduction en chimie, donc la notion de couple redox, etc. Donc, vous savez donc ce schéma, ça peut aussi nous rappeler la structure de la cellule, savoir une cellule est constituée d'une membrane cytoplasmique, d'un noyau et d'un cytoplasme. Le cytoplasme contient des organites cellulaires. Un organite très important dont on va parler dans ce chapitre, c'est la mitochondrie. Donc, la mitochondrie, si vous voulez, c'est la centrale énergétique de la cellule. Bien, ça, en ce qui concerne, donc, on va on a donc fait un petit rappel pour se mettre dans le contexte qui nous intéresse, à savoir la production d'énergie à partir d'un nutriment énergétique qui est le glucose. Ce schéma de synthèse vous rappelle tout simplement la notion de biomasse. Donc, la biomasse, c'est la matière qui constitue un être vivant, tout simplement. Hein? Donc, on peut prendre comme exemple l'organisme humain, et on va dire donc l'organisme humain est constitué d'une biomasse. De même qu'un arbre, par exemple, pour donner un autre exemple, est constitué de biomasse. Eh bien, qu'est-ce qu'on retrouve dans la biomasse? On retrouve d'une part les substances minérales et d'autre part les substances organiques. Dans les substances minérales, qu'est-ce qu'on retrouve? On trouve l'eau et les ions minéraux. Donc, les ions minéraux, pourquoi on parle de... Vous pouvez par exemple vous demander pourquoi tantôt on parle d'ions minéraux, tantôt on parle... Eh bien, ce schéma de synthèse nous rappelle ce que c'est que la biomasse. Donc, il faut savoir que la biomasse, c'est la matière qui constitue un être vivant. Par exemple, un organisme humain ou un arbre, ce sont deux exemples d'organismes qui sont constitués de biomasse. Eh bien, qu'est-ce qu'on distingue dans cette biomasse? Dans la biomasse, on distingue d'une part les substances minérales et les substances organiques. Dans les substances minérales, on peut distinguer, donc on distingue d'une part l'eau et d'autre part les ions minéraux. Vous pouvez vous demander pourquoi tantôt on parle de sels minéraux et tantôt on parle d'ions minéraux. Eh bien, tout simplement, dans la nature, on peut trouver les sels minéraux sous forme
sous forme de cristaux solides, eh bien, à ce moment-là, on parle de sels minéraux. Mais dans la cellule, vous savez très bien que les phénomènes se déroulent à l'intérieur de solutions aqueuses dans lesquelles on trouve des solutés et un solvant. Le solvant principal dans la cellule, c'est l'eau, et les solutés, ce sont toutes substances dissoutes, en l'occurrence donc les ions minéraux, histoire de dire que les sels minéraux, lorsqu'ils se mettent en solution, eh bien, ils se présentent sous forme d'ions minéraux. Par exemple, vous avez NaCl, vous pouvez trouver du chlorure de sodium à l'état cristallin, donc sous forme de NaCl, mais lorsqu'il est dissous, il y a séparation d'une part des ions Na+, et d'autre part des ions Cl-. Donc, en solution, au lieu de parler de sels minéraux, on parle généralement de d'ions minéraux. Donc ça, en ce qui concerne donc les substances minérales, on a dit il y a l'eau et les ions minéraux. Pour les substances organiques, les principales substances organiques, ce sont les lipides, les glucides et les protides. Bien sûr, je dis les principales substances organiques, donc histoire de ne pas oublier d'autres substances organiques qui sont présentes à l'intérieur de la cellule, mais avec des quantités relativement faibles, à savoir par exemple les vitamines, les acides nucléiques comme l'ADN, l'ARN, comme on le verra par la suite. Donc, il y a d'autres substances organiques, mais tout simplement, il faut dire que sur le plan quantitatif, ce qui constitue la majorité, c'est donc les lipides, les glucides et les protides. Donc ça, c'est la définition de ce que c'est que, la biomasse. Un petit peu donc d'une manière, enfin sous un autre angle, lorsqu'on parle donc de la nutrition de la cellule, donc la cellule, elle a besoin de nutriments, donc elle a besoin de consommer les molécules qui vont constituer à la fois donc la source de matière et la source d'énergie. La source de matière parce que la cellule, elle a besoin de construire sa propre matière à travers ce qu'on appelle des synthèses cellulaires. Et la cellule, elle a aussi de consommer des nutriments organiques qui vont être dégradés pour produire de l'énergie. Donc, on va dire la définition, bien donc la classification des nutriments organiques, c'est les nutriments qui sont issus de la digestion des aliments. Ça, c'est aussi un petit rappel de ce que vous avez vu en troisième année du collège. Donc, les nutriments qui sont issus de la nutrition, de la digestion des aliments, eh bien, ici, on va aussi faire une séparation une distinction entre les substances minérales et les substances organiques. Donc, pour les substances minérales, nous avons l'eau et les ions minéraux, ou bien les sels minéraux si vous voulez. Et d'autre part, nous avons les substances organiques, notamment les acides aminés, le glucose, les acides gras, le glycérol et les vitamines. Donc, je dis toujours les principales substances organiques qui constituent les éléments. Alors, vous pouvez constater ici qu'on parle d'acides aminés au lieu de parler de protides d'une façon générale. On parle de glucose au lieu de parler de glucides d'une façon générale, histoire de dire que les produits de la digestion des aliments, ce sont les substances qui ont subi une simplification moléculaire tout au long du processus de la digestion à travers le tube digestif. Et cette simplification moléculaire est nécessaire pour assurer le passage de ces nutriments vers la circulation sanguine à travers le phénomène qui s'appelle l'absorption intestinale. Et ces nutriments, donc, ils seront distribués à toutes les cellules de l'organisme à travers la circulation sanguine. Donc, on va se mettre donc, dans le contexte donc, de la cellule au sein de l'organisme, à savoir la cellule, elle est entourée ou bien toute cellule, tout tissu contient un réseau dense de capillaires sanguins. Et bien, les cellules effectuent des échanges avec la circulation sanguine, avec le sang, c'est-à-dire c'est à partir de la circulation sanguine que la cellule consomme les nutriments et le dioxygène, et c'est dans la circulation sanguine qu'elle va rejeter le dioxyde de carbone et les autres déchets de son activité. On dit donc les déchets métaboliques. Bien, ces rappels sont intéressants pour les concepts qu'on va donc traiter par la suite. Et puis, ça c'est donc le plan du chapitre.
nous avons ici notre chapitre. Il comporte d'après ce plan que j'ai proposé, il comporte 6 séquences. Eh bien, la première séquence, c'est la relation entre respiration cellulaire, nutrition et production d'énergie. La séquence 2, la glycolyse. La séquence 3, ultrastructure de la mitochondrie, étude expérimentale de la respiration au niveau des mitochondries, au niveau de mitochondries isolées. Séquence 4, les oxydations respiratoires A, formation de l'acétylcoenzyme A et le cycle de Krebs. Séquence 5, les oxydations respiratoires B, la phosphorylation oxydative. Et la dernière séquence, c'est la fermentation lactique et la fermentation alcoolique. Comparaison du bilan énergétique de la respiration et de la fermentation. Donc ça, c'est le plan de notre chapitre. Bien. Mais donc, dans cette séquence, on va s'intéresser, dans cette séquence vidéo, on va s'intéresser à la première séquence de notre chapitre, à savoir la relation entre respiration cellulaire, nutrition et production d'énergie. Bon. Alors, dans cette petite introduction, alors j'ai écrit la cellule utilise essentiellement les lipides et les glucides simples comme nutriments énergétiques. En effet, au sein de la cellule, les molécules en question sont dégradées à travers une série de réactions biochimiques d'oxydoréduction où l'oxygène joue un rôle capital. Donc, pour avoir de l'énergie, eh bien, la cellule doit consommer les nutriments organiques. Quels sont ces nutriments organiques? Ce sont essentiellement les lipides et les glucides. Mais pour nous, on va prendre un exemple type du glucide, à savoir le glucose. Eh bien, le glucose et les nutriments énergétiques d'une façon générale sont dégradés à travers une série de réactions biochimiques. Donc, c'est ce qu'on appelle donc les voies métaboliques. Donc, en termes de biochimie, une série de réactions biochimiques successives s'appelle voies métaboliques. Dans ces voies métaboliques, donc l'oxygène joue un rôle principal. C'est pour cela qu'on parle de réaction d'oxydoréduction. Donc le thème des réactions d'oxydoréduction, c'est un thème central dans la dégradation de la matière organique, donc des nutriments organiques au sein de la cellule en vue de produire de l'énergie. Eh bien, la question qui est spécifique à cette séquence, à cette première séquence, c'est la suivante. Comment peut-on mettre en évidence la relation entre les échanges gazeux respiratoires, la nutrition et la libération d'énergie? Donc, il y a trois concepts entre lesquels on va faire établir donc les relations, c'est-à-dire le concept de la respiration cellulaire, le concept de la nutrition et le concept de la libération de l'énergie. Eh bien, pour répondre à cette question, donc je vais vous présenter un certain nombre de documents. Et après, donc, on va, à partir de ces documents, on va se poser un certain nombre de questions auxquelles on va répondre. Donc, pour étudier la respiration cellulaire, on peut choisir un exemple type qui est les cellules de levure. Eh bien, les cellules de levure, je vous rappelle que donc, ce sont des cellules eucaryotes. Alors, qui dit cellules eucaryotes, c'est-à-dire ce sont des cellules qui ont donc cette structure classique de la cellule, c'est-à-dire la membrane cytoplasmique, le cytoplasme et le noyau. Et le noyau contient plusieurs chromosomes qui constituent le support du programme génétique de chaque cellule. Eh bien, juste un petit rappel, les cellules eucaryotes sont de 3 types. La cellule animale, la cellule végétale, c'est-à-dire la cellule des végétaux chlorophylliens, donc les angiospermes, les algues, etc. Et la cellule des champignons, donc la cellule animale, la cellule végétale, végétochlorophylliens, et la cellule des champignons. Et dans les champignons, vous savez très bien qu'il y a des champignons unicellulaires et des champignons pluricellulaires. Donc notre exemple, la levure, c'est un champignon unicellulaire. Bien sûr, les cellules qui ne sont pas eucaryotes, ce sont les cellules prokaryotes, c'est essentiellement les bactéries. Et
donc le monde vivant comporte aussi d'autres organismes qui ne sont pas des cellules, à savoir les virus. Bien, chez les eucaryotes, on peut distinguer deux types de nutrition, généralement, enfin, à savoir euh, qu'on a affaire soit à des cellules eucaryotes, ce sont les cellules qui sont, pardon, des cellules autotrophes, ce sont les cellules qui sont capables de synthétiser de la matière organique à partir de la matière minérale. Eh bien, c'est le cas des cellules chlorophylliennes qui effectuent donc le phénomène de photosynthèse. Ou bien, on peut parler de cellules hétérotrophes, c'est le cas des cellules animales et des cellules de levure. Donc, pourquoi on parle de cellules hétérotrophes? Eh bien, ce sont des cellules qui ne peuvent vivre que si ils consomment la matière organique dans leur nutrition. C'est-à-dire, bien sûr, ils sont aussi capables de synthétiser de la matière organique, mais à partir d'une autre matière organique. C'est ça la distinction donc entre autotrophes et hétérotrophes. Donc, tout simplement pour mettre les levures dans leur contexte, dans le contexte de la classification des êtres vivants, donc ce sont des champignons unicellulaires, et ce sont des cellules eucaryotes, et ce sont des organismes hétérotrophes, c'est-à-dire la cellule de levure doit consommer de la matière organique dans sa nutrition. Eh bien, dans le cadre expérimental, on peut effectuer donc la culture de cellules de levure dans un milieu qui doit essentiellement contenir de la matière organique et on va prendre comme exemple le glucose. Donc on peut effectuer la culture de cellules de levure dans un milieu de culture qui contient le glucose qui est donc utilisé comme nutriment organique. Donc ici, on va dire, donc vous avez ici donc observation microscopique, donc le schéma de droite, le schéma de gauche. Vous avez ici donc une observation microscopique de cellules de levure. Et ici, vous avez donc un schéma de cellules de levure qui peut aussi vous rappeler le schéma général d'une cellule eucaryote. Donc vous avez la membrane cytoplasmique, la vacuole, le cytoplasme avec ses différents organites cellulaires et le noyau bien sûr qui contient les chromosomes qui sont le support de l'information génétique. Alors, dans ce petit commentaire, on va lire: la levure est un champignon unicellulaire capable d'effectuer la fermentation des matières organiques. La fermentation des matières organiques, glucose notamment. Les levures sont employées pour la fabrication du vin, de la bière, des alcools industriels et des pâtes levées, c'est-à-dire les pâtes pour produire le pain. Eh bien, alors, le phénomène de fermentation, donc, il a plusieurs utilisations, mais pour nous, on va voir le phénomène de fermentation comme étant un moyen de produire de l'énergie à côté de la respiration cellulaire. Donc, vous allez voir, on va voir par la suite, donc, c'est quoi donc ce phénomène qui s'appelle fermentation. Mais de toutes les façons, pour nous, dans un premier temps, on va utiliser les cellules de levure comme exemple d'étude de la respiration cellulaire. Il faut tout simplement vous rappeler que ce soit la respiration ou bien la fermentation, ce sont deux moyens pour la cellule, deux moyens pour produire de l'énergie sous forme d'ATP. C'est-à-dire, vous avez comme point de départ l'énergie chimique qui est contenue dans l'énergie chimique potentielle qui est contenue dans le glucose, et puis comme point d'arrivée, on aura l'énergie chimique qui est contenue dans la molécule d'ATP, et dans les vidéos précédentes, dans une vidéo précédente, on a insisté sur le rôle central de la molécule d'ATP. Eh bien, ici, je vous présente un dispositif expérimental pour étudier la respiration cellulaire. Eh bien, dans ce dispositif expérimental, vous avez ce qu'on appelle un bioréacteur. Donc ici, un bioréacteur. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce bioréacteur? Eh bien, tout simplement, c'est un milieu qui contient une suspension de cellules de levure, c'est-à-dire un liquide dans lequel baignent des cellules de levure, un liquide bien sûr, une solution d'eau, dans laquelle baignent des cellules de levure, c'est pour ça donc qu'on l'appelle une suspension de levure, de cellules de levure, et cette suspension doit contenir
les éléments essentiels pour la vie de ces cellules de levure, à savoir essentiellement l'oxygène, le dioxygène qui est donc dissous dans l'eau, et le glucose qui est utilisé comme nutriment énergétique. Donc, c'est un processus, donc, c'est un dispositif expérimental donc, qui se classe parmi donc, ce qu'on appelle l'expérimentation assistée par ordinateur, parce que vous avez ici un bioréacteur qui est relié à un dispositif électronique qui s'appelle l'interface, qui va envoyer les informations à un ordinateur qui va donc traiter les informations pour vous afficher les résultats. Alors, dans ce bioréacteur, vous pouvez donc constater qu'il y a une seringue pour injecter, par exemple, soit injecter le glucose, soit d'autres nutriments. Et nous avons des sondes pour mesurer la concentration, par exemple la concentration d'oxygène, la concentration du dioxyde de carbone, etc. Ou bien même, on peut mesurer la concentration du glucose dans le milieu. Donc, on peut mesurer la concentration du glucose, on peut mesurer la concentration du dioxyde de carbone dans le milieu et on peut mesurer aussi la concentration du dioxygène. Donc, c'est ça donc le dispositif expérimental, donc suspension de levure, de cellules de levure dans un milieu qui contient du glucose et de l'oxygène. Alors, voici donc la description du protocole expérimental. Eh bien, vous avez ici, on dispose des cellules de levure dans un milieu de culture, c'est ce qu'on appelle donc un bioréacteur, riche en dioxygène et sans nutriments durant 48 heures. Alors, donc pour préparer notre étude expérimentale, donc on doit préparer un certain nombre de conditions. Alors, parmi ces conditions, c'est qu'il faut priver les cellules de levure durant 48 heures, il faut les priver de nutriments, notamment il faut les priver de glucose. Pourquoi? Eh bien, durant ces 48 heures, on va pousser les cellules à consommer leurs réserves cytoplasmiques de glycogène. Eh bien, comme les cellules du foie ou bien les cellules musculaires, les fibres musculaires, les levures contiennent dans leur cytoplasme des réserves de glycogène. Donc, l'hydrolyse du glycogène, ça peut fournir le glucose. Donc, le glucose, il peut provenir soit du milieu extracellulaire, c'est-à-dire du milieu de culture dans le cadre expérimental, soit de la libération des réserves de glycogène. Donc, on va voir ce que c'est que l'hydrolyse par la suite. Donc, l'hydrolyse du glycogène peut produire du glucose qui sera donc consommé par les cellules comme nutriment énergétique ou bien comme métabolite énergétique. Bien. Donc, dans ce protocole expérimental, donc, on va priver les cellules de nutriments, histoire de les pousser à puiser, à utiliser leurs réserves de glycogène. Donc, les réserves cytoplasmiques de nutriments seront donc épuisées, notamment donc les réserves de glycogène. Donc, après l'épuisement des réserves de glycogène, eh bien, on va commencer notre expérience, c'est-à-dire que ça sera le T0 pour notre étude expérimentale. Donc, T0 pour notre étude expérimentale, c'est le moment où il n'y a plus de glycogène comme réserve énergétique au sein du cytoplasme de la cellule. Eh bien, à ce moment-là, la seule source du glucose, ça sera le milieu extérieur, c'est-à-dire le milieu expérimental dans notre cas. Le dispositif est équipé d'électrodes capables de détecter et d'enregistrer en temps réel l'évolution de la concentration en dioxygène O2 et en dioxyde de carbone CO2. Donc vous avez vu donc les électrodes qui sont branchées sur le bioréacteur et qui sont reliées à travers une interface à un ordinateur. Le bioréacteur est relié à un ordinateur via une interface. L'écran de l'ordinateur affiche les résultats sous forme de graphique. Au temps T, on ajoute
Au milieu, 0,1 ml de solution de glucose, 5%, c'est-à-dire 5 mg par 100 ml. Le graphique ci-contre, le graphique suivant, montre les résultats. Donc, voici le résultat qui est affiché au niveau de l'écran de l'ordinateur. Alors, bien sûr, notre étude classique d'un graphique, vous avez ici, dans un graphique, on va toujours, avant de voir l'allure de la courbe, ou bien des courbes, on va chercher qu'est-ce qu'on représente au niveau de l'axe des ordonnées et qu'est-ce qu'on représente au niveau de l'axe des abscisses. Eh bien, ici, vous avez deux axes d'ordonnées, parce que nous allons étudier deux variables, à savoir la concentration d'oxygène, la concentration du milieu en oxygène et la concentration du milieu en dioxyde de carbone. Le milieu, c'est-à-dire la suspension, la solution dans laquelle nous avons des cellules de levure, c'est-à-dire la suspension de cellules de levure. Et qu'est-ce qu'on a dans l'axe des abscisses? Eh bien, tout simplement, nous avons le temps. Alors, qu'est-ce que vous pouvez constater ici? Si vous voulez donc analyser ce graphique, donc dans l'analyse, généralement, c'est une analyse, c'est une sorte de description, mais c'est une description qui se base sur la mise en valeur, la mise en relief des phénomènes qui sont les plus importants. Eh bien, ici, qu'est-ce qui est important dans ce graphique? Généralement, dans l'analyse, il faut faire un découpage. Alors, le découpage ici, il se base sur le temps t. C'est-à-dire, il y a ce qui est avant le temps t et ce qui est après le temps t. Donc, avant le temps t, qu'est-ce qu'on a? Il n'y a pas de glucose dans le milieu. Donc, vous savez, il n'y a pas de glucose dans le milieu, pas de glucose, et il n'y a pas de glycogène, il n'y a pas de réserve de glycogène dans le milieu intracellulaire, donc dans le cytoplasme des cellules. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater que la concentration d'oxygène reste constante et la concentration de dioxyde de carbone aussi, elle reste constante. C'est-à-dire que les cellules ne consomment pas d'oxygène et les cellules ne produisent pas de dioxyde de carbone. Alors, une remarque très importante en ce qui concerne l'analyse de ce graphique, à savoir, il faut, pour pouvoir analyser et interpréter correctement ce graphique, donc il faut savoir que la concentration d'oxygène et de CO2, c'est la concentration de ces deux gaz dans la solution dans laquelle baignent les cellules. Ce n'est pas dans les cellules elles-mêmes. Ce sont des concentrations qui concernent la solution dans laquelle baignent les cellules. Eh bien, si une substance donnée, si la concentration d'une substance donnée augmente dans le liquide dans lequel baignent les cellules, eh bien, c'est parce que les cellules ont produit cette substance. Si la concentration d'une substance donnée diminue dans le liquide dans lequel baignent les cellules, eh bien, parce que les cellules ont consommé cette substance. Donc, toujours, pour nous, donc pour analyser un graphique, il faut penser aux conditions de l'expérience. Donc, si on ne se met pas dans le contexte des conditions de l'expérience, eh bien, on ne peut pas ni analyser, ni interpréter correctement le graphique. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? En absence d'oxygène, il n'y a pas d'échange gazeux respiratoire. C'est-à-dire les cellules ne consomment pas le dioxygène et ne produisent pas le dioxyde de carbone. Alors, qu'est-ce qui va déclencher les échanges gazeux respiratoires au niveau des cellules? Eh bien, c'est l'introduction du glucose, l'injection du glucose au temps T. Donc, rappelez-vous de notre protocole, de notre dispositif expérimental, vous avez ici une petite seringue qui indique donc qu'on peut, à un moment donné du déroulement de l'expérience, introduire une substance au milieu de culture, à savoir, dans ce cas par exemple, introduire le glucose. Eh bien, une fois on introduit le glucose, qu'est-ce qu'on peut constater juste après l'introduction du glucose, c'est-à-dire juste après le temps T? Eh bien, on va constater que la concentration en dioxygène diminue et la concentration en dioxyde de carbone augmente. Eh bien, histoire de dire que
les échanges gazeux respiratoires sont déclenchés par la présence du glucose. C'est-à-dire, s'il n'y a pas du glucose, il n'y a pas d'échange gazeux respiratoire. Eh bien, dans quel cas nous consommons le glucose? Eh bien, on consomme le glucose dans le cadre de la nutrition. Et dans quel cas la cellule effectue les échanges gazeux respiratoires? Eh bien, c'est dans le cadre de la respiration cellulaire. Et qui dit échange gazeux respiratoire, bien sûr, dit consommation du dioxygène O2 et production du dioxyde de carbone CO2. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut donc conclure de ce graphique, de l'analyse de ce graphique, c'est qu'il y a une liaison étroite entre la nutrition et les échanges gazeux respiratoires. Ce sont deux phénomènes qui sont liés, c'est-à-dire l'un ne peut pas se dérouler sans l'autre. Bien, donc le document 3, ici donc je vous présente le document 3 qui est donc des réserves énergétiques intracellulaires mobilisables selon les besoins de l'organisme. Donc je vais vous présenter les réserves énergétiques intracellulaires. Eh bien, qu'est-ce qui nous intéresse, nous, dans le contexte de notre étude? Qu'est-ce qu'on entend par les réserves énergétiques intracellulaires? Eh bien, tout simplement, ce sont les réserves en glycogène. Eh bien, lorsque vous allez penser aux réserves de glycogène, donc il faut savoir que toutes les cellules de l'organisme ne peuvent pas stocker le glucose sous forme de glycogène. Donc, les exemples types pour nous, c'est au niveau de notre organisme, ce sont les cellules du foie et les cellules musculaires, les fibres musculaires. Donc ces cellules sont capables de stocker le glucose sous forme de glycogène. Un autre exemple de cellules qui sont incapables de stocker le glucose sous forme de glycogène, ce sont les cellules du système nerveux, ce sont les neurones. Donc histoire de dire que, par exemple, le cerveau, les cellules nerveuses du cerveau, ne peuvent assurer leur approvisionnement en glucose que à partir de la circulation sanguine. C'est-à-dire que, par exemple, un neurone ne peut survivre que s'il consomme le glucose à partir de la circulation sanguine, donc à partir des capillaires sanguins, histoire de dire que les neurones n'ont pas de réserve énergétique sous forme de glycogène. Ça, c'est l'exemple de cellules qui n'ont pas de stock de glycogène. Et pour les cellules qui ont comme réserve énergétique un stock de glycogène, eh bien, les exemples types dont on a besoin, donc dans nos études, c'est les cellules du foie et les fibres musculaires. Donc, les réserves énergétiques intracellulaires sont surtout des glucides et des lipides. Donc, dans le tissu adipeux, nous avons des lipides. En ce qui concerne les glucides, donc c'est ce qui nous intéresse le plus dans notre étude, en ce qui concerne les glucides, on trouve que les fibres musculaires et les cellules hépatiques contiennent d'importantes réserves de glycogène. Des enzymes spécifiques dont la fonction est bien régulée synthétisent le glycogène à partir du glucose. C'est ce qu'on appelle la glycogénogénèse. D'autres enzymes hydrolysent le glycogène pour libérer le glucose. C'est ce qu'on appelle la glycogénolyse. Bien, donc ce document 3, il nous présente donc les réserves de glycogène qui, on a dit, pour nos exemples types, ça intéresse les cellules du foie et les cellules musculaires, les fibres musculaires. Eh bien, donc vous avez ici deux schémas qui vous présentent une molécule de glycogène. Donc ici, vous avez dans ce schéma, chaque petit rond représente un résidu glucose. Donc un résidu glucose qui constitue une molécule de glycogène. Donc tout ceci, c'est une molécule de glycogène, donc qui est une sorte de polymérisation des molécules de glucose. Et on peut donc schématiser d'une autre manière, donc une chaîne. Donc chaque élément ici, vous avez donc un élément de forme hexagonale. Chaque élément
il constitue donc un résidu glucose. Donc, histoire de dire que la polymérisation de plusieurs molécules de glucose, ça constitue une molécule de glycogène qui est donc la forme du stockage du glucose. Eh bien, nous avons le stockage et le déstockage. Donc, le stockage du glucose par les cellules du foie, c'est, ou bien les fibres musculaires, c'est la synthèse du glycogène à partir du glucose. Donc, ça, il y a synthèse. Et puis, le déstockage, c'est l'hydrolyse. Donc, on dit l'hydrolyse du glycogène, ça permet de libérer les molécules du glucose. Donc, avec l'exemple du glycogène, ici, je vais tout simplement vous présenter une notion très importante, à savoir la notion de synthèse et d'hydrolyse. Eh bien, la synthèse, c'est une sorte de polymérisation. Vous avez entendu parler du terme polymérisation en chimie, notamment en chimie organique. Donc, la polymérisation de plusieurs molécules, de glucose, ça permet d'avoir donc la molécule de glycogène, c'est ce qu'on appelle la synthèse. À l'inverse, l'hydrolyse d'une molécule de glycogène, ça permet de libérer des molécules simples qui sont les molécules de glucose. Eh bien, pourquoi on appelle ça, cette libération du glucose, ça s'appelle hydrolyse? Eh bien, dans le terme hydrolyse, vous avez hydro, c'est-à-dire l'eau. Alors, en biologie, les réactions de synthèse et les réactions d'hydrolyse sont intéressantes parce que nous avons en biologie des molécules de grand poids moléculaire, des molécules de grande taille. C'est ce qu'on appelle les macromolécules d'une part, et d'autre part, nous avons les molécules simples. Alors, pour nous, qu'est-ce qui nous intéresse? Ce qui nous intéresse, ce sont deux exemples. D'une part, le glycogène. Donc, le glycogène, c'est une macromolécule. Elle est synthétisée à partir de molécules simples, qui sont les molécules de glucose. Et l'hydrolyse du glycogène, ça permet de libérer les molécules de glucose. Le deuxième exemple qui nous intéresse, c'est la synthèse des protéines. Donc, les protéines sont synthétisées à partir des acides aminés et l'hydrolyse des protéines, ça permet de libérer de petites molécules qui sont les acides aminés. Donc, acides aminés, petites molécules. Protéines, macromolécules. Ça, c'est pour l'exemple type des protides. Pour les glucides, par exemple, on va prendre glycogène, c'est la macromolécule. Les molécules simples sont les molécules de glucose. Eh bien, ici, pourquoi nous avons donc dans le terme hydrolyse, nous avons le terme hydro, ça veut dire l'eau. Eh bien, pourquoi? Parce que au moment de la synthèse, je vais prendre ici tout simplement un exemple très simple. Je veux réunir deux molécules, une molécule A avec une molécule B, pour avoir une molécule qui est AB. Eh bien, la molécule A, dans cette liaison, va participer avec un groupement OH. Et la molécule B va participer avec un groupement H. Eh bien, qu'est-ce qui se passe au moment de la synthèse? On aura donc d'une part la molécule A doit libérer OH et la molécule B doit libérer H pour que les deux molécules puissent s'unir entre elles avec une liaison chimique covalente. Donc, j'utilise les termes de base de la chimie. Donc, on parle de molécules de liaison chimique covalente. Donc, pour assurer une liaison, pour établir une liaison covalente entre une molécule A et une molécule B, eh bien, il faut qu'une des deux molécules libère un OH, un groupement OH, et l'autre libère un groupement H. Et on aura donc liaison entre A et B, et puis ceci s'accompagne d'une libération d'une molécule d'eau. Donc ça, c'est là, dans ce sens. De gauche vers la droite, c'est une synthèse. Dans le sens inverse, c'est une hydrolyse. Alors, hydrolyse, pourquoi hydrolyse? Parce que lyse, c'est dégradation par l'intervention de l'eau. Donc, c'est ça la signification d'hydrolyse. Parce que si vous voulez séparer la molécule A de la molécule B, eh bien, vous devez on doit consommer donc une molécule d'eau. Pourquoi? Parce que au moment de la séparation, par exemple,
la molécule A va prendre un groupement OH et la molécule B va prendre un groupement H. C'est-à-dire, c'est comme si on va scinder la molécule d'eau en deux. D'une part, un groupement OH et d'autre part, un groupement H. Donc, c'est le cas. Donc, ce type de réaction et s'effectue de la même manière plusieurs fois. Au moment de la synthèse, par exemple, d'une molécule de glycogène qui contient des centaines de résidus glucose ou bien des protéines qui contiennent de centaines d'acides aminés, eh bien, tout simplement, au moment de chaque synthèse, chaque liaison entre deux éléments, deux molécules de base, ça doit s'accompagner d'une libération d'une molécule d'eau. Donc, au moment de la synthèse, par exemple, du glycogène, donc on aura libération de plusieurs molécules d'eau à chaque fois qu'il y a une liaison avec deux résidus glucose successifs, eh bien, on aura une libération d'une molécule d'eau. Dans le cas inverse, c'est-à-dire dans le cas de l'hydrolyse, on aura consommation d'une molécule d'eau. Donc, ce principe d'hydrolyse est un principe très important et vous pouvez comprendre cela si, à partir de cette réaction qui, par exemple, qui nous présente dans un sens l'hydrolyse du glycogène et dans l'autre sens la synthèse du glycogène. Donc dans le sens gauche vers la droite, qu'est-ce que vous pouvez constater? Donc ceci, ça représente l'hydrolyse du glycogène. Eh bien, vous pouvez ici constater la molécule d'hydrogène, la molécule du glycogène, C6H10O5. Vous savez très bien que pour le glucose, C6H12O6. Donc ici, pour le glycogène, nous avons C6H10O5 N fois, c'est-à-dire nous avons une succession de N. N, ça peut être 100, 200, 300, etc. Donc généralement des centaines de résidus glucose qui constituent le glycogène. Donc pourquoi ici vous avez par exemple H10 au lieu de H12, comme pour le glucose, et pourquoi vous avez O5 au lieu de O6? Eh bien les deux molécules d'eau, les deux molécules d'hydrogène, à chaque fois, nous avons deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène qui vont constituer une molécule d'eau. Donc, au moment de la formation de chaque liaison, on va produire une molécule d'eau. Au moment de la rupture de chaque liaison, dans le cadre de l'hydrolyse, on va consommer une molécule d'eau. C'est pour cela que vous avez ici donc C6H10O5 N fois plus N molécules d'eau. Ça peut vous donner donc N fois C6H12O6, c'est-à-dire N molécules de glucose. Et dans le sens inverse, on va libérer N molécules d'H2O, c'est-à-dire dans le sens de l'hydrolyse. Donc, s'il vous plaît, rappelez-vous très bien de ce concept d'hydrolyse, parce que c'est un concept qui est très intéressant en biologie, en tout cas en ce qui concerne les exemples qu'on va voir par la suite. Donc, ici, toujours, je vous rappelle que les cellules de levure peuvent aussi stocker le glucose sous forme de glycogène, comme pour le cas des deux exemples types que nous avons au niveau de notre organisme, à savoir les cellules du foie et les fibres musculaires. Bien. Ici, dans le document 4 nous présente, il nous met en évidence l'origine de l'énergie nécessaire aux activités cellulaires. Eh bien, pour répondre à la question, donc, le lien entre la nutrition et la production d'énergie, alors nous avons deux études, deux graphiques. Ce premier graphique, qu'est-ce qu'il nous présente? Il nous présente, ce graphique, il nous présente la variation du glycogène musculaire, c'est-à-dire la quantité du glucose emmagasiné dans les cellules musculaires, dans les fibres musculaires, en fonction du temps. Alors ici, le temps, ça représente la durée d'un exercice musculaire. Alors, qu'est-ce que vous pouvez constater qu'est-ce qui change avec le temps durant un exercice musculaire? Eh bien, les réserves de glycogène diminuent. Donc, lorsque vous effectuez un travail musculaire, donc, on peut mettre en évidence que le glycogène emmagasiné dans les fibres musculaires diminue en fonction du temps. Bien. Ça, c'est le premier graphique de notre document 4. Le deuxième graphique,
il ne présente la consommation de glucose en fonction du temps. Toujours en fonction du temps, c'est-à-dire en fonction de la durée d'un exercice musculaire. Eh bien, qu'est-ce que vous pouvez constater ici? Que nous avons donc la consommation de glucose augmente avec la durée de l'exercice musculaire. Très bien. Dans ce graphique, dans ce deuxième graphique, nous avons trois courbes. Une courbe qui représente un exercice musculaire intense, une deuxième, un exercice musculaire moyen, et une troisième, un exercice musculaire faible. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut constater ici, dans ce graphique? C'est que la consommation d'oxygène, la consommation du glucose, elle augmente d'une part en fonction de la durée de l'exercice musculaire, mais aussi, donc, d'autre part, elle augmente avec l'intensité de l'exercice musculaire. Donc, si vous voulez donc analyser ce graphique, vous pouvez tracer une ligne verticale et vous pouvez donc faire des projections c'est-à-dire pour une même durée, vous allez constater que le glucose consommé par les fibres musculaires, par les muscles d'une façon générale, est d'autant plus importante que l'intensité de l'exercice musculaire est importante. Bien. Alors, ces deux graphiques sont intéressants parce que on va présenter, avec donc l'exemple de ces deux graphiques, on va vous présenter un petit peu qu'est-ce que c'est que l'analyse et qu'est-ce que c'est que l'interprétation. Alors, c'est quoi analyser? Analyser, c'est faire une description. Par exemple, si on vous demande d'analyser ce graphique, par exemple, analyser ce graphique, donc vous allez faire la description, mais c'est une description qui met en relief les éléments importants. Donc, il ne faut pas confondre l'analyse avec la description, parce que l'analyse, c'est une sorte de description, mais une description qui met en relief les phénomènes les plus importants en rapport avec notre problématique, en rapport avec une problématique donnée. Donc, c'est analyser, c'est décrire, identifier les parties, comparer, mettre en relief les éléments importants. Par exemple, ici, qu'est-ce qu'on va dire? On va tout simplement constater, donc pour analyser ce premier graphique, on doit bien évidemment identifier ce qui est représenté dans l'axe des ordonnées et ce qui est représenté dans l'axe des abscisses. Ce qui est représenté dans l'axe des ordonnées, eh bien, c'est la quantité du glycogène musculaire. Eh bien, tout simplement, l'idée simple, c'est que la quantité du glycogène musculaire diminue en fonction de la durée de l'exercice musculaire. Ça rentre donc dans le cadre de l'analyse. Pour le deuxième graphique, qu'est-ce qu'on doit donc mettre en évidence? C'est tout simplement, on va dire que la consommation, puisque c'est une courbe croissante, nous avons donc bien sûr, on doit toujours identifier ce qu'on a dans l'axe des ordonnées, c'est la consommation de glucose, et dans l'axe des abscisses, on a le temps. Et le temps, dans le contexte de notre étude, le temps, c'est la durée de l'exercice musculaire. Eh bien, puisque nous avons des courbes croissantes, eh bien, on va dire tout simplement que la consommation du glucose augmente en fonction de la durée, de l'exercice musculaire. Mais ici, l'analyse, ça peut aussi, dans le cadre de l'analyse, il faut aussi, si l'exemple le permet, il faut identifier les parties de ce qu'on est en train d'analyser, par exemple les parties d'un graphique. Alors, pour l'analyse, ici, on peut par exemple, dans une courbe donnée, faire la distinction entre deux parties. La partie où on a une augmentation forte de la consommation du glucose en fonction de la durée de l'exercice musculaire, et dans une deuxième partie, on a une augmentation relativement faible. Ça, c'est une donnée dans ce contexte qui n'est pas très importante. C'est pour cela que l'analyse, c'est pas décrire le tout, mais mettre en évidence ce qui est le plus important. Peut-être que dans un autre contexte, on peut par exemple faire la distinction entre l'augmentation forte de la consommation de glucose et l'augmentation relativement faible. On peut donc faire la distinction entre deux parties. Mais dans ce contexte, cette distinction n'est guère importante. Ce qui est le plus important, c'est la comparaison entre les trois courbes, entre
cette première courbe, cette deuxième courbe et cette troisième courbe. Histoire de mettre en valeur un phénomène qui est important, c'est que la, la, la- la consommation du glucose augmente avec l'intensité de l'exercice musculaire. Parce que ici, vous avez exercice intense, exercice moyen, exercice faible. Donc, ce découpage-là, soit, si vous voulez, on le néglige, mais on va relever deux idées importantes à partir de ce graphique. D'une part, dans les trois cas, il s'agit de courbes croissantes. Eh bien, histoire de dire que la consommation du glucose augmente avec l'exercice, avec la durée de l'exercice musculaire. Et lorsqu'on fait la comparaison des trois courbes, on va dire que la consommation du glucose augmente aussi en fonction de l'intensité de l'exercice musculaire. Très bien. Tout ce que je viens de dire ici, ça rentre dans le cadre de l'analyse. Description, mettre en évidence les éléments importants, faire un découpage et une comparaison des parties du graphique ou bien des parties de ce qu'on peut analyser d'une façon générale. Mais il faut maintenant passer à l'interprétation. Donc c'est quoi l'interprétation? L'interprétation, c'est présenter les causes, les raisons, les phénomènes et les mécanismes qui expliquent les éléments de l'analyse. Eh bien, ça peut paraître un petit peu plus ou moins donc compliqué le fait de chercher à distinguer entre l'analyse et l'interprétation, mais tout simplement, ça va vous paraître très simple à partir de cet exemple. Bien, alors, à partir de cet exemple, regardez, qu'est-ce qui rentre dans le cadre de l'analyse? Eh bien, dans le cadre de l'analyse, je vais dire tout simplement, pour le premier graphique, que les réserves en glycogène des cellules musculaires diminuent en fonction de la durée de l'exercice musculaire. Ça, c'est pour le premier graphique. Pour le deuxième graphique, je vais dire tout simplement que la consommation du glucose augmente en fonction de la durée de l'exercice musculaire et en fonction de l'intensité de cet exercice musculaire. Alors, tout ce que je viens de dire à présent, ça rentre dans le cadre de l'analyse. Très bien. Maintenant, je vais vous présenter qu'est-ce qui rentre dans le cadre de l'interprétation. Eh bien, l'interprétation, je vais faire le lien. Je vais interpréter les données du premier graphique et je vais interpréter les données du deuxième graphique et puis je vais faire les liens entre les deux graphiques. Alors, qu'est-ce qui rentre dans l'interprétation? Dans l'interprétation, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que durant l'exercice musculaire, le glycogène, il est hydrolysé dans les cellules musculaires, dans les fibres musculaires. Cette hydrolyse va libérer le glucose, donc je fais le lien entre les deux graphiques, et le glucose va être consommé dans le cadre de la contraction musculaire comme une source d'énergie. Donc, lorsque je parle de l'hydrolyse du glycogène, la libération du glucose, l'utilisation du glucose dans le cadre de la respiration cellulaire pour assurer l'approvisionnement énergétique de la cellule, cette énergie qui est nécessaire à la contraction musculaire, eh bien ça, c'est ce qu'on appelle l'interprétation. C'est-à-dire, c'est comme si j'ai dit, par exemple, pourquoi il y a diminution du glycogène? Eh bien, parce qu'il y a hydrolyse du glycogène. Donc l'hydrolyse du glycogène, ce n'est pas un élément qui figure sur le graphique. Donc c'est une donnée que je présente pour interpréter justement la diminution du glycogène. La diminution du glycogène, c'est l'hydrolyse du glycogène pour fournir le glucose, et le glucose va être consommé en tant que nutriment, en tant que métabolite énergétique dans le cadre de la contraction musculaire pour être utilisé comme source d'énergie. Eh bien, bien sûr, puisque le glucose il est utilisé comme source d'énergie, c'est normal que sa consommation doit augmenter au fil du temps, c'est-à-dire tout au long de l'exercice musculaire. Et c'est normal aussi que sa consommation va être d'autant plus importante que l'intensité de l'exercice est plus élevée. Donc, j'espère que à partir de cet exemple, vous pouvez donc réfléchir après pour faire la distinction entre ce que c'est que l'analyse et l'interprétation. Bien sûr, donc, il ne faut pas s'inquiéter à propos de la distinction entre l'analyse et l'interprétation, étant donné que
on aura donc, durant notre cours, on aura l'occasion de faire, d'étudier plusieurs exemples différents. Donc, c'est à partir de l'étude de plusieurs exemples qu'on va comprendre très facilement, qu'on va saisir très facilement la signification et la différence entre l'analyse et l'interprétation. Donc, les choses, ça se construisent progressivement à partir de différents exemples. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire donc dans notre exploitation, dans l'exploitation de ces documents? On va donc se poser un certain nombre de questions auxquelles on va répondre. Alors, première question, déterminer la nature des échanges gazeux respiratoires au niveau cellulaire et interpréter les résultats de l'expérience du document 2. Alors, les questions qu'on pose à propos de ces documents, ça ressemble aux questions d'examen national. Alors, dans une question d'examen national, il faut toujours chercher les verbes d'action. Qu'est-ce qu'on a dans cette première question? Déterminer la nature des échanges gazeux respiratoires et interpréter le résultat de l'expérience du document 2. Alors, le document 2, c'est ça. Voici le document 2 que l'on doit interpréter. Voilà. C'est le document 2, c'est le résultat. Donc ici, vous avez le protocole, la description du protocole expérimental et vous avez le résultat du document 2. Donc, document 2, c'est l'étude de la respiration cellulaire chez les levures. Donc, ça, c'est le résultat. Donc, on doit interpréter ce résultat. C'est-à-dire qu'il faut dire que, donc, quelquefois, même si on ne demande pas au niveau de la question de faire l'analyse, quelquefois donc la logique des choses nous impose qu'on ne peut pas passer directement à l'interprétation sans passer par l'analyse. Donc ici, on va interpréter, mais un petit peu comme si on nous demande d'analyser puis interpréter les résultats de l'expérience du document 1. Donc, je vais vous présenter donc la réponse. Donc, je vous ai déjà donc présenté ce protocole expérimental, c'est-à-dire ce qui se passe au niveau de notre bioréacteur, puis la description des étapes de l'expérience et le résultat qui est présenté sous forme du graphique. Donc, tout simplement, histoire de vous dire que dans une question, il faut chercher donc les verbes d'action. Vous avez ici donc la détermination de la nature des échanges gazeux respiratoires et d'autre part, l'interprétation des résultats de l'expérience du document 2, c'est-à-dire l'expérience qui concerne l'étude expérimentale de la respiration cellulaire pour l'exemple des cellules de levure. Alors, à partir de la réponse que je vais vous présenter, vous devez donc essayer donc de faire un effort pour comprendre qu'est-ce qui correspond dans la réponse au premier verbe d'action, c'est-à-dire déterminer la nature des échanges gazeux respiratoires, et qu'est-ce qui correspond à l'interprétation des données, des résultats. Et je vous ai dit que interpréter, ça peut quelquefois, donc l'analyse, ça peut quelquefois être donc l'étape essentielle avant avant d'arriver à l'interprétation. Donc regardez la réponse que j'ai présentée ici pour cette première question. Très bien. Eh bien, vous avez ici la réponse. J'ai utilisé un certain nombre de points, ou bien des astérisques. Donc, premier point, deuxième point, troisième point et quatrième point. Donc, dans la rédaction, dans votre réponse aux questions de l'examen national, donc, il faut bien organiser. Donc, lorsqu'on présente les idées avec des astérisques, ça montre que donc on a bien maîtrisé notre sujet et on présente convenablement notre réponse. Donc vous avez ici les échanges gazeux respiratoires au niveau cellulaire consistent en l'absorption du dioxygène O2 et le rejet du dioxyde de carbone CO2. Donc c'est ça, on a déterminé la nature des échanges gazeux respiratoires. Pour l'interprétation des données, donc je vous ai dit que l'interprétation, on peut être obligé à faire de l'analyse avant de faire l'interprétation. Donc à partir de cette réponse, donc vous allez faire un effort pour distinguer entre ce qui relève de l'analyse et ce qui relève de l'interprétation. Donc avant l'ajout du glucose dans le milieu expérimental, les concentrations respectives d'O2 et de CO2 sont stables. Premier point. Après
à partir de l'ajout du glucose, c'est-à-dire à partir du temps T, on constate une diminution de la concentration du dioxygène et une augmentation de la concentration du CO2. Les cellules ont alors absorbé le dioxygène et rejeté le dioxyde de carbone. Donc, dans cette phrase, vous avez à la fois, si vous voulez, l'analyse et l'interprétation, parce que à partir de l'ajout du glucose, à partir de temps T, on constate une diminution de la concentration du dioxygène et une augmentation de la concentration du CO2. Ça peut relever de l'analyse. Les cellules ont alors absorbé du dioxygène et rejeté le dioxyde de carbone. Donc ça, c'est l'interprétation. Qu'est-ce qu'on peut conclure de cette expérience, de l'étude expérimentale de la respiration cellulaire au niveau des cellules de levure? Eh bien, la conclusion, c'est que la nutrition, c'est-à-dire dans ce cas, la consommation du glucose et les échanges gazeux respiratoires sont deux phénomènes liés. C'est-à-dire, l'un ne peut pas avoir lieu sans l'autre. C'est-à-dire, l'absorption du dioxygène et le rejet de CO2 par les cellules ne peut pas avoir lieu s'il n'y a pas consommation d'un nutriment, en l'occurrence, un nutriment énergétique qui est le glucose. Donc, conclusion, la nutrition, consommation du glucose dans notre cas, dans notre exemple, et les échanges gazeux respiratoires sont deux phénomènes liés l'un à l'autre. C'est-à-dire, l'un ne peut pas avoir lieu sans l'autre. Ça, c'est en ce qui concerne la réponse à la première question. Ici, c'est un schéma qui vous met toujours dans le contexte de notre organisme. Donc, si vous vous mettez dans le contexte expérimental, eh bien, les cellules de levure doivent consommer le glucose à partir du milieu de culture, le glucose et le dioxygène, et ils vont rejeter le CO2 et d'autres déchets éventuellement, toujours dans ce milieu expérimental. Si on se met dans le contexte des cellules qui constituent notre organisme, eh bien ce schéma vous montre que toutes les cellules de l'organisme consomment ce qu'ils consomment à partir de la circulation sanguine et rejettent ce qu'ils doivent rejeter dans la circulation sanguine. Donc à partir de la circulation sanguine, donc le sang arrivant et le sang, vous avez ici donc le sang arrivant et le sang partant, donc histoire de vous rappeler que toutes les cellules, tous les tissus de notre organisme. Un tissu, c'est un ensemble de cellules. Tous les tissus de notre organisme sont traversés par des réseaux très denses de capillaires sanguins. Eh bien, les nutriments sont aussi consommés à partir de la circulation sanguine, le dioxygène et le dioxyde de carbone est rejeté par les cellules dans la circulation sanguine. Eh bien, nous avons le dioxygène qui va réagir avec le glucose pour produire l'énergie, donc nécessaire à toutes les activités de la cellule. Eh bien, ce schéma-là, il vous montre donc qu'il y a un lien entre la nutrition, notamment donc dans ce cas la consommation du glucose, et les échanges gazeux respiratoires et la production de l'énergie. Donc on a fait le lien entre trois phénomènes. Consommation d'oxygène et production de CO2, ça c'est l'échange gazeux respiratoire. Consommation du nutriment, dans ce cas la consommation du glucose, c'est la nutrition. Et puis, production d'énergie, eh bien, c'est la dégradation du glucose par l'intervention de l'oxygène pour produire l'énergie, pour produire le dioxyde de carbone comme matière et pour produire de l'énergie qui est utilisée dans toutes les activités de la cellule. Donc ici, on a mis en évidence le lien étroit entre nutrition, échange gazeux respiratoire et production d'énergie. C'est-à-dire que le glucose, il réagit avec l'oxygène pour produire de l'énergie et pour produire les déchets, par exemple, sous forme d'eau et de CO2. Voyons maintenant qu'est-ce qu'il en est pour la deuxième question. Pour la deuxième question, interpréter les résultats des expériences représentées dans le document 4. Donc, dans le document 4, c'est celui-là, c'est-à-dire, on va interpréter donc pourquoi il y a diminution du glycogène au fil durant l'exercice, tout au long de la durée de l'exercice musculaire, pourquoi il y a diminution du glycogène musculaire, c'est-à-dire le glycogène emmagasiné dans le cytoplasme des fibres musculaires. Et pourquoi il y a augmentation du glucose en fonction du temps, en fonction de la durée de l'exercice, augmentation de la consommation du glucose, la consommation de glucose en fonction de la durée de l'exercice musculaire et en fonction de l'intensité de cet exercice musculaire. Donc on a dit,
on va interpréter ces données-là, c'est-à-dire on va interpréter les données de ces deux graphiques. Et je vous ai dit que quelquefois, on est obligé de passer par l'analyse avant d'atteindre l'interprétation. Donc, qu'est-ce qu'on va dire pour répondre à la question numéro 2? Interpréter les résultats des expériences représentées dans le document 4. Donc ça. Alors, toujours, je vais vous proposer donc la réponse à la question numéro 2 et vous allez voir donc qu'est-ce qui relève de l'interprétation, mais qu'est-ce qui relève aussi de l'analyse parce que quelquefois on est obligé de passer par l'analyse avant d'arriver à l'interprétation. Deuxième donc réponse à la deuxième question. Le document 4A, vous vous rappelez donc le premier, montre que les réserves musculaires en glycogène diminuent en fonction de la durée de l'exercice musculaire. Donc, vous vous rappelez de la courbe décroissante. Document 4B, le deuxième, il montre que la consommation du glucose, la consommation du glucose par les muscles, c'est en millimoles par minute, augmente en fonction de la durée de l'exercice musculaire, parce que nous avons des courbes croissantes, et en fonction de l'intensité de l'exercice musculaire, parce que nous avons trois courbes qui sont donc superposées, c'est-à-dire il y a une qui est en dessous, la première elle est en dessous de la deuxième, et la deuxième elle est en dessus de la troisième. Donc, et tout ceci, donc, ça rentre dans le cadre de l'analyse. Donc, analyse, le document 4A montre que les réserves musculaires au glycogène diminuent en fonction de la durée musculaire. Donc, lorsqu'on parle du réserve musculaire du glycogène, il faut comprendre la signification. La signification des réserves musculaires en glycogène, c'est-à-dire les réserves du glycogène à l'intérieur du cytoplasme des fibres musculaires. Donc, lorsqu'on analyse un phénomène, un graphique, en biologie, un graphique n'a aucune signification si on ne comprend pas le phénomène biologique qui est représenté. Donc, lorsqu'on vous dit réserve musculaire en glycogène, vous devez comprendre que ce sont les réserves de glycogène à l'intérieur du cytoplasme des fibres musculaires. Parce que les fibres musculaires, ce sont les cellules qui constituent le muscle en tant qu'organe. Donc, diminution des réserves musculaires en glycogène en fonction de la durée de l'exercice musculaire, et puis l'augmentation de la consommation de glucose en fonction de la durée et de l'intensité de l'exercice musculaire. Ça rentre toujours dans le cadre de l'analyse. Mais ce qui nous est demandé essentiellement, c'est l'interprétation, mais quelquefois, l'interprétation ne peut pas être claire si elle n'est pas précédée par une analyse. Ça serait qu'une analyse relativement succincte, relativement, soi-disant, résumée. Interprétation, donc qu'est-ce qu'on va mettre donc dans l'interprétation? Au cours de l'exercice musculaire, le glycogène emmagasiné dans le cytoplasme des fibres musculaires est hydrolysé pour libérer le glucose qui est utilisé comme métabolite énergétique, ou bien si vous voulez comme nutriment énergétique. Donc ça c'est l'interprétation du premier graphique. Pour le deuxième graphique, l'énergie libérée est utilisée lors de la contraction, donc le glucose, on a dit au cours de l'exercice musculaire, le glycogène emmagasiné dans le cytoplasme des fibres musculaires est hydrolysé pour libérer le glucose qui est utilisé comme métabolite énergétique. L'énergie libérée lors de la contraction des fibres musculaires, l'énergie libérée est utilisée lors de la contraction des fibres musculaires. En fait, l'énergie est nécessaire à toutes les activités cellulaires. Donc, histoire de rappeler que ce n'est pas lorsqu'on étudie un exemple type, il ne faut pas croire qu'il n'y a que cet exemple qui existe dans la nature. Donc, nous, on utilise comme exemple type d'activité cellulaire qui consomme de l'énergie, eh bien, c'est la contraction des fibres musculaires. Mais d'une façon générale, il ne faut pas oublier donc notre contexte biologique, c'est que la cellule, ou toutes les cellules, ce n'est pas seulement les fibres musculaires, toutes les cellules, elles ont besoin d'énergie pour accomplir toutes sortes de fonctions biologiques. Donc ça, c'est la réponse. Vous avez ici donc la réponse à la question numéro 2. Donc, lorsque vous allez donc repasser
votre vidéo, vous pouvez donc faire une pause à chaque fois pour lire tranquillement le contenu de chaque partie, de chaque diapositive, en l'occurrence de la question numéro 2. Bien. Question numéro 3. Question numéro 3. Précisez l'origine du carbone des molécules de CO2 rejetées par les cellules. Alors, la troisième question, précisez l'origine du carbone des molécules de CO2 rejetées par les cellules. Donc ça, c'est une question très intéressante. Ça paraît simple, mais parce que lorsqu'on vous dit que la cellule consomme le glucose, la cellule consomme le glucose et produit le dioxyde de carbone, eh bien, il faut tout simplement respecter les règles de la chimie. Vous savez très bien qu'en chimie, on dit que rien ne se perd, rien ne se crée. Eh bien, tout simplement ici, pour vous rappeler que les molécules organiques, en l'occurrence le glucose, c'est une chaîne d'atomes de carbone. Et au moment de la respiration cellulaire, il y a dégradation des molécules de glucose. Et bien, cette dégradation va se manifester par la production de CO2, parce que c'est comme si vous allez découper une molécule de glucose, puisque vous avez dans une molécule de glucose 6 atomes de carbone. Alors c'est comme si vous allez découper la molécule de glucose en 6 parties, et chaque partie contient un atome de carbone qui va être libéré sous forme de CO2. Donc c'est une idée très importante pour pouvoir faire le lien, d'une part entre le dioxyde de carbone, qui est un produit de la respiration cellulaire, et d'autre part, les caractéristiques. Eh bien, en ce qui concerne la troisième question, nous avons précisé l'origine du carbone et des molécules de CO2 rejetées par la cellule. C'est une question qui peut apparaître relativement simple, mais elle est fort intéressante si l'on tient compte du fait qu'il faut mettre le lien entre la nutrition, c'est-à-dire la consommation des substances organiques, donc en l'occurrence le glucose, et la production du dioxyde de carbone, qui est donc un produit des échanges gazeux respiratoires. Et bien tout simplement, pour faire le lien entre la nutrition justement et la respiration, eh bien il faut appliquer un principe très connu en chimie, à savoir rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc si la cellule, dans le cadre des échanges gazeux respiratoires, rejette le dioxyde de carbone, eh bien ce dioxyde de carbone est le produit d'un certain nombre de réactions biochimiques. Donc il faut chercher, lorsqu'on parle de produits en chimie, donc il faut chercher les réactifs. Eh bien les réactifs qui sont donc l'origine du carbone contenu dans les molécules de CO2 rejetées, eh bien c'est le carbone des molécules organiques, notamment les molécules de glucose pour notre exemple étudié. Donc le carbone rejeté donc dans les molécules de CO2, eh bien, il provient de carbone des molécules organiques consommées, des nutriments organiques. Et vous savez très bien que la caractéristique de base des molécules organiques, c'est qu'ils sont constitués toujours d'une chaîne d'atomes de carbone. Donc, comme réponse à la troisième question, on peut lire ici, le dioxyde de carbone, CO2, est rejeté par les cellules dans la circulation sanguine. À l'échelle de l'organisme tout entier, le CO2 est rejeté à travers les poumons, par l'expiration. Le dioxyde de carbone provient de la dégradation des molécules organiques, protéines, lipides, glucides. Et notamment pour l'exemple qui nous intéresse, cela provient du glucose. Donc ça, c'est la réponse à la troisième question. Donc, histoire de faire le lien entre le carbone du dioxyde de carbone rejeté et le carbone des molécules organiques ou du nutriment organique consommé. Quatrième et dernière question. Vous avez donc ici, voilà, déduisez la relation entre la nutrition,
la respiration cellulaire et la libération de l'énergie. Donc, cette quatrième question, c'est une sorte de synthèse qui concerne la séquence tout entière. Déduisez la relation entre la nutrition, la respiration cellulaire et la libération de l'énergie. Je vous rappelle tout simplement que, même au niveau de l'examen national, vous allez trouver toujours que, généralement, la dernière question, c'est un petit peu une question de synthèse qui va donc récapituler tout ce qui précède. Donc, je répète la quatrième question. Déduisez la relation entre la nutrition, la respiration cellulaire et la libération de l'énergie. Voici donc ma réponse, la réponse proposée pour la quatrième question. La nutrition, la respiration cellulaire et la libération d'énergie sont des phénomènes liés. En effet, au cours des oxydations respiratoires, la matière organique, glucose comme exemple type, est oxydée et dégradée. Ce processus libère de l'énergie nécessaire à toutes les activités cellulaires. Enfin, ici on voit une remarque importante, dans les réactions d'oxydoréduction, le dioxygène O2 joue un rôle capital. Donc, histoire de faire le lien toujours entre respiration et réaction d'oxydoréduction. Et réaction d'oxydoréduction, ça signifie donc la présence d'oxygène. Donc, l'oxygène joue un rôle très important dans les réactions d'oxydoréduction. Donc, la matière organique est dégradée à travers une série de réactions d'oxydoréduction et dans laquelle l'oxygène joue un rôle capital. Et ces réactions qui constituent la respiration cellulaire ont pour fonction biologique la libération de l'énergie, donc nécessaire à toutes les activités cellulaires. Voilà, sur cette belle image, je vous dis au revoir et à la prochaine fois.